Bonjour à tous, bienvenue au cours de Principes d'imagerie biomédicale, GBM 8378. Aujourd'hui, nous allons voir le cours 11, Imagerie nucléaire. Il s'agit de la deuxième partie du cours sur l'imagerie nucléaire. Un bref rappel du cours précédent. Alors, nous avons défini le concept de radioactivité. La radioactivité caractérisée par une désintégration d'un noyau atomique instable. La radioactivité suit une loi de décroissance exponentielle qui est caractérisée par une constante de désintégration, lambda, ou par la demi-vie. Demi-vie étant le temps que met un groupe d'atomes avant d'atteindre la moitié de sa masse. Alors on a distingué 4 modes de désintégration. Le premier mode étant appelé désintégration alpha, où lors de la désintégration, c'est-à-dire la transformation d'un élément vers un autre élément, une particule alpha qui correspond à un atome d'hélium va être éjectée. Donc il s'agit d'une particule très, très lourde, très énergétique. Également la désintégration bêta- et bêta+, qui vont produire respectivement des électrons et des positrons. Et puis également la désintégration isomérique, qui correspond à l'éjection d'un rayon gamma. Donc là, on se rend compte on peut distinguer deux types de désintégration. La désintégration particulière qui va produire des particules, comme les particules alpha et bêta, et la désintégration électromagnétique qui, elle, va produire des rayons électromagnétiques très énergétiques. C'est pour ça qu'on les appelle des rayons gamma. Alors, en imagerie médicale, ce qui va nous intéresser, c'est la désintégration bêta+, donc la désintégration qui produit des positrons, et la désintégration électromagnétique gamma. Alors, en fin du cours précédent, on a également vu un petit peu qu'est-ce qui se cachait derrière une gamma caméra, ou aussi qu'on appelle aussi caméra de Hanger. Cette gamma caméra, elle permet de faire une cartographie de l'activité radioisotopique chez le patient, c'est-à-dire une carte du niveau de radioactivité chez le patient. Après qu'on ait injecté au patient un traceur radioactif. Donc on a des radioisotopes qui vont générer des rayons gamma, comme par exemple l'isomère du technétium 99 va se désintégrer avec une durée de vie de 6 heures, comme on l'a vu, et va générer des rayons gamma à une énergie de 140 kV. Ces rayons gamma vont être collimatés, donc c'est-à-dire qu'ils vont passer par les grilles du collimateur de telle manière à filtrer seulement les rayons gamma qui ont une incidence quasi nulle. Et là, le but, ce sera de détecter individuellement des photons gamma qui ont franchi ce collimateur. Donc c'est ça qui distingue fondamentalement l'imagerie nucléaire de l'imagerie par rayon X, c'est que dans l'imagerie nucléaire, on va compter, on va détecter individuellement les photons gamma. Donc c'est une information binaire. Une fois que le photon gamma arrive, on va évaluer son niveau d'énergie de telle manière à pouvoir discriminer les photons gamma issus de la désintégration primaire, c'est-à-dire ceux qui nous intéressent, versus les photons gamma qui ont été diffusés par la diffusion Compton. Ceux-là, on veut à tout prix les refuser, d'accord? Parce que ça va nous fausser dans la reconstruction de la ligne de réponse, c'est-à-dire dans la reconstruction de où spatialement se trouve la radioactivité chez le patient. Une fois qu'on a sélectionné nos photons gamma qui ont une énergie suffisante et qui ont une incidence quasi nulle, là on va localiser de manière précise l'endroit où la radioactivité a lieu. Et bon, pour ça, on va faire une détection par un accumulateur qui représente notre grille d'échantillonnage. Et puis on va évaluer le barycentre de tous les photons qui ont été reçus par chaque grille, par chaque élément de la grille.
La quantité de photons émis par unité de temps, elle suit une loi de Poisson. Et la résolution spatiale en imagerie nucléaire, en scintigraphie, va dépendre de la quantité de photons reçus. D'accord ? Vous vous rappelez de l'expérience de simulation qu'on a vue la semaine dernière. Cette quantité de photons, elle va directement être reliée à l'écart type de l'histogramme de comptage des photons. Donc ça va correspondre à ce qu'on appelle la résolution intrinsèque de notre système. On a évidemment une dépendance de la résolution spatiale dans la taille des détecteurs et dans la résolution du collimateur. Donc on a un compromis à trouver entre la taille de ces détecteurs et la résolution intrinsèque qui elle-même dépend du nombre de photons reçus. Si on a des détecteurs beaucoup trop petits, on va avoir moins de photons reçus par détecteur et donc un écart type plus grand. Donc on perd en résolution intrinsèque, même si on gagne en résolution physique. Alors on va parler maintenant de tomographie calculée nucléaire. Computed tomography, nuclear computed tomography. La scintigraphie est une technique formant l'image par projection. C'est vraiment un peu comme la radiographie par rayon X par projection. Pour former des images 3D, les techniques SPECT et PET font appel à des techniques calculées, de tomographie calculée. Donc, tout comme dans le cas du computed tomography, en rayon X, ces techniques font appel à des projections pour différentes orientations. La SPECT, elle est basée sur l'utilisation d'une ou de plusieurs caméras Hanger de haute qualité, c'est-à-dire très sensibles. Et comme vous vous en doutez, ces caméras de Hanger vont tourner autour du patient, vraiment de la même façon que quand on scanne CT par rayon X. Le principe de la PET est très différent. Donc ça, on va le voir un peu plus tard aujourd'hui. Alors le plan, ça va être d'abord décrire le principe de la reconstruction tomographique calculée en SPECT, d'accord, en imagerie single photon, donc photon simple. Ensuite, on va parler de la PET, qualité des images, et puis on va jouer à notre fameux jeu Guess This Artifact. Alors commençons. D'abord, qu'est-ce qui se cache derrière l'acronyme SPECT? Comme je l'ai dit tantôt, Single Photon Emission Computed Tomography. Donc l'élément important, c'est qu'on va détecter des photons simples. Alors ça vous paraît évident parce que c'est ce que je vous raconte là depuis qu'on a commencé le cours précédent. En scintigraphie, on va vraiment détecter des photons singuliers. La raison pour laquelle on distingue cet acronyme SPECT de l'autre méthode qui s'appelle PET, c'est qu'en PET, on va détecter deux photons. C'est pour ça que la technologie SPECT est explicitement ciblée sur la détection d'un simple photon, d'un seul photon. Et puis la computed tomography vient évidemment du fait qu'on va faire une reconstruction 3D. Et cette reconstruction 3D, elle va suivre le même principe, exactement le même principe que pour les rayons X, c'est-à-dire avec la transformée de radon. En instrumentation, donc c'est une gamma caméra qui va tourner autour du patient, et puis pour augmenter la sensibilité, on va souvent avoir 2 voire 3 gamma caméras qui vont être positionnés avec un certain angle et puis tourner autour du patient en enregistrant simultanément la radioactivité. Et ensuite, on fait donc une reconstruction par rétroprojection convoluée. Et en termes de collimation, on peut utiliser une collimation parallèle ou en éventail. Alors, on va maintenant se pencher un peu plus sur la méthode de formation des images. Et donc, on va introduire un formalisme mathématique qui va nous permettre de décrire la transformée de radon dans le cadre de l'imagerie SPECT. Donc, on va noter A, la radioactivité à l'intérieur de l'objet imagé. Donc A, on ne le connaît pas.
Okay, c'est notre variable d'intérêt. La coordonnée Z est orientée le long du patient. Donc là, la gamma caméra va tourner autour de l'axe Z. Donc si on considère un angle θ de 0, c'est-à-dire la gamma caméra, le plan de la gamma caméra qui va être orthogonal au vecteur Y, alors le taux de fluence de photons, c'est-à-dire le nombre de photons par unité de surface par unité de temps, va s'écrire comme l'intégrale de moins l'infini à R étant l'endroit, la coordonnée selon Y où va se trouver la gamma caméra. On intègre à partir de moins l'infini. De donc A, qui est notre radioactivité, divisé par 4pi de Y moins R, le tout au carré, qui correspond à l'atténuation par la distance, et puis notre fameuse exponentielle de moins intégrale de Y à R, mu, qui correspond à notre coefficient d'atténuation, X, Y', Z, et là Y' étant la variable dans cette deuxième intégrale entre Y et R. D'accord. La coordonnée Z peut être utilisée pour calculer plusieurs tranches. Okay, donc ici on va considérer un Z donné. On va se concentrer maintenant, pour des raisons de simplification, sur un plan, sur le plan XY, à un Z égale Z0. Donc on va considérer pour l'instant le problème en 2 dimensions. Donc pour une ligne Z égale Z0, une rotation de la caméra d'un angle θ, on va effectuer un changement de repère, comme on avait fait en CT par rayon X. Donc on va écrire nos variables x, y du plan cartésien vers un repère cylindrique. Donc, on va noter notre x en fonction de L cos θ moins S sin θ, y qui vaut L sin θ plus S cos θ. On peut ainsi réécrire le taux de fluence, non plus en fonction de x, y, mais en fonction de L et θ. Là, on va avoir donc notre deuxième intégrale, qui est non plus de y à r, mais de s à r. Alors, si on regarde cette équation, on a deux inconnues. Première, évidemment, ça va être a, qui est notre variable d'intérêt, et puis mu, qui correspond à l'atténuation. Alors, vous vous rappelez, en rayon X, nous, ce qui nous intéresse, c'est U. Okay, c'est ça qu'on veut quantifier. Alors qu'en radioactivité, mu, pardon, c'est une variable qui est, confondante, qui ne nous intéresse pas. Ce qui va nous intéresser, c'est A. D'accord. Donc là, on a ces deux variables, et l'équation n'est pas directement utilisable, parce qu'on a trop d'inconnus. Le fait d'avoir A et mu dans la même intégrale, c'est un problème mal posé qu'on n'arrive pas à résoudre. Donc on va procéder à des approximations. L'approximation typique en SPECT, vous allez voir, elle est assez barbare. Elle va consister à ignorer le terme exponentiel d'atténuation et ignorer la décroissance qui dépend de la distance. Pourquoi? Parce que cette distance, on ne la connaît pas. Okay, on ne sait pas d'où vient la source radioactive dans notre ligne de réponse pour un angle θ donné, et a fortiori on ne peut pas du coup estimer notre mu et l'intégrer au sein de l'intégrale principale de moins l'infini à R. Donc on va se retrouver avec un taux de fluence de moins l'infini à plus l'infini. Okay, donc vous avez vu qu'on a en fait réécrit le grand R comme l'une des bornes de notre intégrale. On a transformé ce grand R en plus l'infini. On peut le faire, ça change rien. On sait juste que la radioactivité va être égale à 0 au-dessus du collimateur. Okay, puisqu'évidemment la radioactivité va être dans le patient et non pas
et non pas dans la gamma caméra. La raison pour laquelle on fait ce changement de variable, c'est-à-dire qu'on transforme ce R en plus infini, c'est simplement pour pouvoir écrire le taux de fluence de photons comme une transformée de radon. On veut retrouver notre transformée de radon pour pouvoir ensuite aller de l'avant et puis faire notre rétroprojection convolue. Donc on peut maintenant écrire notre phi qui vaut l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de A. Ensuite on peut réécrire cette équation comme une convolution avec une réponse impulsionnelle linéique. Donc notre Dirac x cos θ plus y sin θ moins L. Alors pour information, on a fait exactement le même, la même manipulation mathématique en CT scan par rayon X. Donc je vous invite à regarder les slides en reconstruction tomographique par rayon X. Vous allez retrouver exactement la même équation. La seule chose qui change, c'est qu'ici on a notre inconnu qui est A. Alors comment est-ce qu'on, une fois qu'on a écrit notre taux de fluence comme ceci, comment est-ce qu'on peut retrouver A? Eh bien, on va appliquer une transformation de radon inverse en 2 dimensions. Donc, ça rappelle fortement l'équation utilisée en CT. Une différence importante ici, c'est qu'on considère directement l'intensité mesurée par les détecteurs, c'est-à-dire le nombre de photons, alors qu'en CT, on va transformer le signal par une fonction logarithme pour retrouver l'atténuation. Vous vous rappelez que en CT scan par rayon X, on avait notre exponentielle de moins mu, et donc pour pouvoir, après avoir fait la transformée de radon, on applique un logarithme pour pouvoir retrouver notre mu. Ici on a directement A dans la double intégrale, donc on va considérer simplement l'intensité mesurée par les détecteurs, qui va correspondre à notre niveau de radioactivité. Et on va voir que les choses se compliquent, justement dû à la présence de ce coefficient d'atténuation. Donc pour retrouver A, comme on l'a dit tantôt, on applique une rétroprojection convoluée. On a maintenant ce petit C tilde qui correspond à un filtre rampe approximé. C tilde correspond à un filtre qui est appliqué le long de L, c'est-à-dire notre ligne de réponse, pour chaque θ et pour chaque z. Pour chaque θ, c'est-à-dire pour chaque angle que fait la caméra autour du patient, et z pour chaque tranche qu'on va enregistrer. Et comme vous vous souvenez, ce filtre C tilde, il permet de corriger cet effet de blurring qui est intrinsèque au principe de rétroprojection. Si vous alignez chaque ligne de sinogramme, et puis que vous les superposez, vous allez obtenir ce flou en 1 sur R, d'accord? Donc cette fonction C tilde, elle a pour but de justement atténuer ce flou en 1 sur R. Typiquement, pour obtenir cette fonction C, on va utiliser un filtrage passe-bas de type Boxcar ou Hanning. Et le choix de ce filtre, qu'on appelle W ici, va influencer la résolution spatiale en spectre. Donc si les hautes fréquences sont coupées, alors la résolution spatiale de l'image va être diminuée. Alors on va parler maintenant un petit peu d'instrumentation. L'image que vous avez en bas montre les cristaux de scintillation et puis derrière ce qu'on appelle le photomultiplicateur. Donc on va voir un petit peu à quoi ça correspond, à quoi ça sert. Donc d'abord, pour transformer les photons gamma en lumière, on peut utiliser des cristaux d'iodine de sodium. Donc une fois que les photons gamma sont transformés, les photons avec une énergie inférieure vont arriver dans ce qu'on appelle un photomultiplicateur. Alors, ce photomultiplicateur, il est constitué d'un tube vide dans lequel un champ électrique est appliqué. Donc, comme vous voyez dans l'encadré rouge, ce champ électrique il est appliqué entre la photocathode et l'anode, qui est tout à droite. Okay. Le photon de faible énergie va arriver sur la photocathode et, par effet photoélectrique, va produire un électron. Ces électrons
incident sur les dinodes. Donc les dinodes, vous voyez, c'est les petits éléments bleus courbés. Les électrons qui arrivent sur ces dinodes vont être multipliés par un phénomène d'émission secondaire. Donc l'émission secondaire, c'est un phénomène dans lequel une particule incidente qui a suffisamment d'énergie va passer par une surface ou à travers un certain matériau et puis induire l'émission de secondes particules. Donc ça permet, donc une fois que ces électrons sont multipliés, ils sont ensuite détectés au niveau de l'anode par les pins que vous voyez tout à droite. Donc ça permet d'augmenter très, très fortement la sensibilité de détection d'un seul photon gamma. Alors voici un exemple de deux gamma caméras qui sont à 90 degrés, qui vont tourner autour du patient pour permettre de faire de l'imagerie SPECT. Alors les applications en imagerie SPECT, elles vont être évidemment associées aux radiotraceurs qui permettent de faire de l'émission, de la désintégration gamma. Okay. Alors ces applications, elles sont nombreuses. On peut mesurer la perfusion, ce qui a évidemment des applications en accidents vasculaires cérébraux, épilepsie, démence, Alzheimer. On peut également mesurer la perfusion ou le niveau de métabolisme de certaines tumeurs. Application au niveau cardiaque, pour voir la perfusion dans le cas de maladies d'artères coronaires ou infarctus du myocarde. Application également au niveau du foie, du rein ou des os. Alors, on a vu le principe de l'imagerie SPECT. Maintenant, on va passer à l'imagerie PET. Ce qui se cache derrière l'acronyme PET, c'est Positron Emission Tomography. Donc là, comme vous vous en doutez, on va être intéressé à la désintégration qui produit des positrons. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on ne va pas détecter ces positrons. Okay, ce qu'on avait décrit dans le cours précédent, c'est que ces positrons, ils vont éventuellement se balader dans le tissu, et puis ils vont ensuite rencontrer leur âme sœur, un électron, et produire deux rayons gamma de très haute énergie, 511 keV, dans la même direction mais de sens opposé. Okay, donc on appelle ce phénomène annihilation. Et des lignes de coïncidence, qu'on appelle aussi lignes de réponse, vont être construites et utilisées pour former l'image. Donc comme vous voyez dans le petit graphique en bas à gauche, il y a deux rayons gamma qui vont être émis en même temps, et là il y a deux détecteurs de part et d'autre qui vont s'allumer et puis qui vont indiquer au système de reconstruction que là, il y a cette ligne de réponse qui existe et que la radioactivité, elle se trouve sur cette ligne de réponse. La difficulté, là, en imagerie PET, c'est qu'on ne sait pas à quel endroit de la ligne de réponse on se trouve. Okay, on sait juste là que la radioactivité, elle a lieu le long de cette ligne. Et on va voir un peu plus tard comment, grâce au principe de reconstruction 3D, on peut retrouver l'origine de la radioactivité. Alors on peut également mentionner un aspect, un avantage de l'imagerie PET quand on comprend maintenant le principe de fonctionnement, c'est qu'on n'a pas besoin de collimateur. On n'a pas besoin de collimateur parce que ce qu'on va faire, c'est détecter des photons qui vont être émis en coïncidence. Okay. Donc tous les détecteurs autour vont être allumés, ils vont accepter tous les photons à n'importe quel moment, et c'est seulement si deux détecteurs de part et d'autre sont allumés que là on va pouvoir conclure sur le fait que ces détecteurs sont associés à une désintégration
deux positrons qui ensuite donnent lieu à une émission de photons gamma. Donc, les avantages de l'imagerie PET par rapport à l'imagerie SPECT, comme on l'a dit, on n'a pas besoin de collimation, et donc l'implication, c'est qu'on a une bien plus grande sensibilité. Okay, on ne va pas seulement capturer les photons gamma qui arrivent avec une incidence non nulle, mais on va pratiquement tous les capturer. On a également la possibilité d'utiliser des isotopes d'éléments naturellement présents dans le corps humain, comme le carbone, l'oxygène, le fluor. Donc, il s'agit d'isotopes, okay, le carbone 11, oxygène 15 ou fluor 18. Et ça nous permet d'avoir des informations, des informations pertinentes sur la physiologie, comme par exemple le flux sanguin ou les mesures de métabolisme. Le métabolisme aérobique, si on quantifie l'oxygène par exemple, ou métabolisme anaérobique, si on quantifie le glucose, grâce à l'atome de fluor, également des acides gras. Ce qu'on doit mentionner par contre, c'est que ces radionucléides ont généralement une durée de vie assez courte, okay, une demi-vie assez courte. Donc, ça permet de faire plusieurs expériences en une journée chez un même sujet, sans avoir d'activité radioactive de l'expérience précédente. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que ça nécessite d'avoir un cyclotron à proximité pour pouvoir synthétiser ces radionucléides. Donc, c'est un avantage pour un inconvénient, on va dire. Alors, un rappel de comment la désintégration bêta s'opère. Donc dans un noyau, lorsque le ratio proton-neutron est trop élevé, là il va y avoir une transformation d'un proton en un neutron et émission d'un positron qui nous intéresse et d'un neutrino. Donc vous avez en bas l'exemple de la désintégration du fluor 18 qui donne l'oxygène 18 et une particule bêta. Alors donc c'est ça, comme on l'a dit, cette particule bêta, elle va parcourir quelques millimètres dans le tissu, rencontrer un électron et puis s'annihiler. Alors bon, quand on dit que les deux photons vont dans la même direction, vous avez vu le petit astérix que j'ai rajouté en bas, c'est qu'en fait cette distribution, la ligne de réponse, elle suit en fait une loi gaussienne, donc on n'a pas exactement un angle de 180 degrés entre les deux photons gamma, mais on a 180 plus ou moins 0,25 degrés. Donc disons que cette incertitude contribue à l'estimation de la résolution spatiale en imagerie PET. Un autre élément qui contribue à cette résolution spatiale, ça va être le fait que la particule de positron, bêta+, va pas s'annihiler immédiatement, mais elle va parcourir une certaine distance avant de s'annihiler. Alors on va maintenant s'intéresser au principe de la détection par coïncidence et de la reconstruction de la radioactivité. Donc on a vu que pour une source ponctuelle de positrons, et pour chaque détection en coïncidence, la ligne de réponse, elle joint les deux détecteurs impliqués en même temps. C'est ce en même temps qui est clé ici. Et par ce en même temps, on est dans un ordre de grandeur temporelle de la nanoseconde, voire de la dizaine de nanosecondes. Okay. Ces lignes de convergence, okay, elles convergent au même point. Donc c'est-à-dire que on attend, et puis plus on attend, plus il y aura des intégrations bêta+ qui vont s'effectuer, et puis plus on va détecter de lignes de réponse. Et toutes ces lignes de réponse, elles sont censées s'intersecter au même point, si on a une seule radioactivité. Une fois qu'on a fait toutes ces détections par coïncidence, on va faire la rétroprojection et le filtrage pour restaurer la réponse impulsionnelle. Alors, comment est-ce qu'on reconstruit une carte spatiale de l'activité A? Pour chaque annihilation, un décompte au détecteur coïncident est fait.
Les régions ayant le plus d'activité auront donc un plus grand nombre de décomptes selon les lignes. Okay. Le décompte des activités pour une ligne donnée correspond donc à l'intégration de l'activité selon cette ligne. Okay. Et comme on l'avait dit tantôt, il n'est pas possible d'identifier où également sur cette ligne l'annihilation a eu lieu. On appelle cette ligne la ligne de réponse. Alors, on va essayer d'aller un peu plus loin dans le formalisme. On va supposer qu'un nombre de photons n0 sont produits par l'annihilation. Okay. Le nombre de photons détectés à chaque extrémité va être n+. Donc n+, ça va être ça va correspondre à tous les photons n0 qui vont être intégrés dans la direction de R. Donc on va avoir une intégrale entre S0, qui est notre point d'annihilation, et puis R, du coefficient d'absorption, mu. Et de l'autre côté, vers moins R, on va détecter n- photons, qui correspond à n0 fois l'exponentielle de, cette fois-ci, S0 vers moins R. Okay, de ce même coefficient d'atténuation. Mais là, la clé, c'est qu'on a une information supplémentaire qui est que les paires de photons, n+ et n-, sont détectées simultanément. Donc on va considérer maintenant le produit de ces probabilités, comme un opérateur booléen et. Et comme vous le savez, l'opérateur booléen et correspond à la multiplication, donc le produit de ces probabilités. Donc on peut réécrire que le nombre d'événements en coïncidence, nc, okay, va correspondre à la détection des photons n+ et n-, qui correspond donc, si on met les deux équations précédentes en produit, n0 fois exponentielle de moins l'intégrale de S0 à R fois l'exponentielle de moins l'intégrale de moins R à S0. Okay. Et donc par association de ces deux intégrales qui intègrent le même élément, c'est-à-dire mu, le coefficient d'absorption, qui est considéré comme étant le même partout dans le tissu, ici. On peut donc associer ces intégrales comme allant de moins R à R. Alors ce qui est très intéressant quand on regarde cette intégrale, c'est qu'on n'a pas de dépendance à l'atténuation en fonction du site d'annihilation, S0. Okay. Que le site d'annihilation il soit un peu plus proche de R ou un peu plus proche de moins R, ça ne change absolument rien. Okay. Le nombre d'événements, il va s'écrire comme l'intégrale de moins R à R du coefficient d'absorption dans le tissu. Et ça nous permet de simplifier très fortement la reconstruction en comparaison à la reconstruction spectre. Vous vous rappelez, quand on voulait formuler la transformée de Radon, on avait deux inconnus, on avait A et on avait mu. Okay, et on a dû supprimer mu par approximation parce qu'on avait en fait une incertitude d'où est-ce qu'il fallait intégrer ce mu en fonction du site de radioactivité. Quand on fait de la reconstruction PET, on n'a plus cette limitation-là, parce que, encore une fois, on va intégrer mu sur toute la longueur de la ligne de réponse. Et ça, c'est vraiment lié au fait que, au lieu de détecter un seul photon, on va en détecter deux, et puis on va considérer finalement que ces photons vont traverser le tissu intégralement, d'un bout à l'autre, et donc on va finalement intégrer, on va considérer l'atténuation sur toute la longueur. Donc on intègre maintenant le long de la ligne d'annihilation entre moins R et plus R, et on va exprimer la fluence de paires correspondant à la somme des décomptes qui auront lieu durant une acquisition. Donc on a notre fluence qui va être égale à K, qui est une constante qui va dépendre de l'efficacité de détection et d'autres paramètres, donc l'intégrale de moins R à R de notre radioactivité fois l'exponentielle de donc intégrale de moins R à R de notre coefficient d'atténuation.
On peut noter là que l'intégrande dans l'exponentielle ne dépend pas de S, encore une fois, et donc il peut être factorisé. Il vient donc l'équation PET qui correspond au taux de fluence qui vaut K moins R à R de A fois exponentielle de, et puis là notre intégrale moins R à R de mu qui est notre coefficient d'atténuation. Donc là on note que la radioactivité A et l'atténuation mu sont séparables. Le fait qu'ils soient séparables, ça va nous permettre de, par après, corriger de cette atténuation si on la connaît. Donc on va voir que c'est quelque chose de possible et puis qui se fait en routine clinique. Donc dans un premier lieu, on va simplifier le problème, on va ignorer l'atténuation comme on l'avait fait pour l'imagerie SPECT. Donc dans ce cas, notre équation d'image, elle va simplement s'écrire phi égale donc notre constante K fois l'intégrale de moins R à plus R de la radioactivité. Donc vous voyez que la différence subtile par rapport à l'imagerie SPECT, c'est que là on va intégrer de moins R à plus R. Et non plus de moins l'infini à plus l'infini. Donc là on va remarquer que le nombre de coïncidences est proportionnel à l'activité le long de la ligne de réponse. En fait, on va mesurer la transformée de radon de l'activité nucléaire. On peut donc utiliser les méthodes de rétroprojection habituelles. En appliquant la transformée inverse de radon, on va donc obtenir notre radioactivité, A, qui est égale à l'intégrale de 0 à pi. C'est-à-dire qu'on va tourner de 0 à 180, et puis à chaque fois qu'on tourne, on va intégrer selon notre ligne de réponse, moins l'infini à plus l'infini, ou moins R à plus R, puisqu'on sait qu'au-delà des bornes de R, notre radioactivité va être nulle. Et on a notre fameux C tilde qui correspond à la rétroprojection filtrée. Et alors là, ce qui est intéressant, c'est que on peut maintenant faire intervenir le coefficient d'atténuation mu qu'on avait approximé, qu'on avait ignoré avant, mais maintenant on peut l'ajouter de telle manière à pouvoir corriger notre taux de fluence. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre taux de fluence et on va le diviser par K fois exponentielle de moins l'intégrale de moins R à R de notre coefficient d'atténuation pour une énergie qui est connue, parce qu'on sait que notre rayon gamma, il va avoir 511 kV d'énergie. Et une fois qu'on divise notre taux de fluence mesuré par ce facteur de correction qui correspond à mu, alors on se retrouve avec notre taux de fluence corrigé, et puis on pourra ensuite retrouver notre radioactivité corrigée pour l'atténuation. Donc on aura une meilleure estimation de la radioactivité qu'on retrouve ici. Donc, qu'est-ce qui se passe si on fait pas cette correction d'atténuation? Eh ben, on a une surestimation de l'activité radioactive. D'accord? Bon, pour pouvoir avoir une quantification correcte de cette radioactivité, il faut absolument corriger pour ce facteur d'atténuation. Mais maintenant, la question, c'est comment est-ce qu'on trouve ce mu? Comment est-ce qu'on peut calculer ce dénominateur K exponentiel de moins intégrale de moins R à plus R de mu? Et bien, pour trouver ce mu, on peut le faire empiriquement. Alors, il y a deux approches qui ne sont pas mutuellement exclusives. La première consiste à placer une source radioactive à l'extérieur du corps, puis à faire l'acquisition PET. Comme on connaît l'activité radioactive, on peut ensuite estimer ce mu. L'autre approche consiste à estimer ce mu par imagerie CT. Donc on peut trouver un fantôme de polyéthylène qui va contenir différentes densités d'éléments. Okay.
Et puis on va imager ce fantôme en imagerie par rayon X et en imagerie PET. Okay. Donc on a ensuite une table qui nous permet de relier les valeurs d'atténuation en rayon X avec les valeurs d'atténuation en imagerie PET. Okay. Et puis une fois qu'on trouve ces valeurs, eh bien, on peut faire passer un CT scan par rayon X à la personne, au même patient, et puis par un principe d'interpolation de cette ligne que vous avez ici, on peut retrouver ensuite le mu pour des rayons gamma qui correspondent à une énergie de 511 kV. Okay. C'est quelque chose qui est fait en routine clinique maintenant, et c'est d'ailleurs un des avantages d'avoir les systèmes PET et CT X intégrés. Okay, ça nous permet de faire ce genre de reconstruction corrigée et d'avoir une estimation assez robuste du coefficient d'atténuation mu. Alors, voici un exemple de reconstruction corrigée où on peut avoir des problèmes d'artefacts qui sont liés aux implants métalliques. Donc, typiquement des personnes qui ont des prothèses métalliques en titane, par exemple. Eh bien, l'estimation du mu du coefficient d'atténuation ne va pas être bonne, puisqu'on n'a pas une relation aussi bonne que pour les tissus mous entre le mu à une énergie de rayon X versus une énergie de 511 kV. Donc si on utilise les yeux fermés ce type de reconstruction corrigée, on va se retrouver avec une très forte surestimation de la radioactivité en imagerie PET. Donc pour pallier à ce problème, là il y a des algorithmes qui ont été développés où on va acquérir un sinogramme, comme vous voyez tout en haut, reconstruire l'image en CT, segmenter l'image ensuite, et puis après la segmentation, on va pouvoir, donc cette segmentation en fait va détecter automatiquement les éléments qui ont un coefficient d'absorption anormalement élevé par rapport au tissu mou, okay, incluant les os. Une fois qu'on a fait cette segmentation, on peut ensuite corriger de ces points, de ces pixels dans l'espace au moment où on fait la reconstruction de l'image PET et la correction avec ce facteur d'atténuation. Bon, c'est juste pour vous montrer un exemple de comment les artefacts métalliques peuvent affecter ce type de reconstruction. Il y a encore beaucoup de recherches qui se fait justement pour essayer d'adresser tous les problèmes qu'on peut trouver en clinique. Alors maintenant, on va revenir sur le principe de base de l'imagerie PET. Comme on a vu, il y a 3 classes d'événements qui peuvent survenir. Les événements qui nous intéressent, c'est-à-dire les coïncidences vraies, c'est-à-dire au moment que l'annihilation se produit, on va détecter en coïncidence cette ligne de réponse. Ce qui peut aussi se passer, c'est qu'au moment de l'annihilation, un rayon gamma est envoyé vers un détecteur, et puis l'autre va être envoyé et ensuite diffusé et détecté par le détecteur de part et d'autre. Alors on avait dit tantôt que un des intérêts de l'imagerie PET, c'est qu'on n'avait pas besoin d'utiliser de collimateur. Ben là, vous voyez que si on n'utilise pas de collimateur, on se retrouve avec ce genre de problème. Okay, donc, dans certains cas, on va vouloir utiliser des collimateurs pour justement essayer de limiter ce type de coïncidence diffusée. Un autre phénomène qui peut se produire, si on n'est pas chanceux, c'est les coïncidences fortuites. Où là, si on a, en fait, c'est des choses qui arrivent, surtout si on a une très forte activité, une très forte radioactivité. On va avoir deux coïncidences, deux
deux annihilations qui vont se produire à peu près en même temps. Et ce à peu près, il est clé en fait, parce que s'il est de l'ordre de la nanoseconde, et ben en fait on va détecter ces deux annihilations en même temps, mais s'il est de l'ordre de la milliseconde par exemple, là on va pouvoir les discrétiser temporellement. D'accord? Donc la clé va vraiment être dans la durée qui va séparer ces deux annihilations. Donc, si on revient à notre problématique de coïncidence diffusée, bon, j'avais dit qu'on pouvait utiliser des collimateurs, mais on peut aussi utiliser le seuil d'énergie pour justement mettre de côté les photons qui ont une énergie inférieure et qui proviennent, disons, avec une bonne assurance, qui proviennent de la diffusion de la coïncidence diffusée. Pour pallier à l'autre problème, c'est-à-dire les coïncidences fortuites, là on peut utiliser une fenêtre temporelle de l'ordre de la nanoseconde pour justement limiter ces coïncidences. Donc là, ce que ça veut dire, c'est que si deux annihilations ont lieu avec une durée de 50 nanosecondes, par exemple, eh bien elles vont être séparables. Par contre, si deux coïncidences arrivent avec une séparation de 2 nanosecondes, là elles vont malheureusement être considérées comme étant prises en même temps, et là on aura une incertitude. Et la sensibilité, ce qu'on appelle sensibilité en PET, va correspondre à la proportion de détection des coïncidences vraies versus les autres coïncidences. Alors on va reparler encore un petit peu d'instrumentation et on va voir comment le détecteur a un impact sur ces phénomènes de coïncidence fortuite. Pour arrêter les photons très énergétiques, les cristaux de scintillation sont plus épais et plus absorbants qu'en SPECT. En SPECT, comme vous savez, on est plutôt de l'ordre de centaines de kiloélectronvolts. On peut utiliser le germanate de bismuth qui a une absorption 3 fois plus élevée que les cristaux d'iodine de sodium. Ils ont environ 3 cm d'épaisseur. Beaucoup de recherches se fait actuellement pour trouver des cristaux plus efficaces, c'est-à-dire avec une constante de temps plus courte que le germanate de bismuth. Cette constante de temps, elle est de 300 nanosecondes. Alors quel est l'intérêt d'avoir une faible constante de temps? Eh bien cet intérêt, c'est de réduire la fenêtre de détection et donc de réduire le nombre de détections fortuites. Okay. Alors voici un exemple d'évolution des cristaux de scintillation qui ont été proposés à partir des années 70. Et puis vous voyez l'augmentation de la résolution spatiale et la sensibilité au cours du temps, justement, qui est très fortement liée à la meilleure performance de ces cristaux de scintillation. Donc l'évolution dans la qualité d'image est vraiment remarquable quand on pense à la technologie PET. Alors, tous ces blocs qu'on a vus, qui sont composés des cristaux de scintillation et du photomultiplicateur, ils vont être typiquement organisés en cylindres, parce qu'évidemment, on veut pouvoir détecter en coïncidence, donc il faut pouvoir entourer le patient avec tous ces blocs de détection. Donc un exemple de géométrie, donc évidemment, ça va être dépendant des applications et du type de constructeur. On va avoir 3 anneaux principaux, 48 blocs de détection par anneau. Et un bloc va donc être constitué de cristaux de scintillation. Donc, par exemple, 8 par 8, une grille de 8 par 8 cristaux de scintillation en germanate de bismuth ici, et puis 4 photomultiplicateurs. Et puis derrière ces photomultiplicateurs, on va avoir ensuite
c'est cette matrice de comptage qui va calculer le barycentre et qui va nous permettre ensuite de trouver quelle est l'origine spatiale de la radioactivité. Alors, on a pensé en 2D, dans les exemples que je vous avais montrés, c'était des exemples 2D, mais il faut imaginer que on va mettre un patient à l'intérieur, d'accord, et que les annihilations, elles peuvent se passer pas seulement dans un plan, mais aussi dans différentes directions de l'espace, dans la direction de Z. Alors comment est-ce qu'on peut avoir des tranches 2D? On peut avoir ces tranches 2D en ajoutant une collimation. Une collimation qui va être restreinte, qui va restreindre l'incidence dans la direction de Z. D'accord. Ça, c'est associé à moins de sensibilité, mais ça réduit le nombre de coïncidences diffuses et fortuites qu'on peut avoir si on fait de l'imagerie 3D pure, où là, on va détecter sans collimation la radioactivité. Donc, il y a différents algorithmes qui permettent, à partir d'imagerie 3D, de retrouver les radioactivités. Mais c'est des aspects qui vont au-delà de ce cours. Mais je vous invite à vous renseigner un petit peu sur le sujet. C'est des algorithmes passionnants. Alors voici un exemple de scanner PET. Alors ce qui est, disons, c'est mécaniquement plus élégant, étant donné qu'il n'y a pas de grosse gamma caméra qui va tourner autour. Là, on a simplement des détecteurs placés tout autour qui vont permettre de détecter en coïncidence. C'est des systèmes qui sont aussi plus dispendieux. Alors, comme on l'a mentionné, c'est très intéressant de pouvoir combiner l'imagerie CT et l'imagerie PET. Donc, l'imagerie CT, ça permet une très haute résolution, donc ça vous donne une information anatomique. Et en plus de ça, on peut ajouter l'information PET, qui est une information plutôt fonctionnelle et physiologique. Okay. Mais par contre, à une très faible résolution. Il y a des approches traditionnelles, sans système combiné, qui vont consister à acquérir les images CT et PET séparément, et puis ensuite faire un recalage avec des algorithmes de recalage traditionnels pour pouvoir superposer les images CT et les images PET. Donc typiquement les systèmes CT-PET résolvent ces problèmes de recalage et améliorent le workflow clinique. Comme on l'a vu également, un intérêt qui n'est pas mentionné ici sur cette slide d'avoir la combinaison CT et PET, c'est de pouvoir estimer le coefficient mu à partir de l'acquisition CT. Alors si on parle de résolution spatiale, en comparaison à l'IRM, le PET moderne a environ 2 à 3 mm de résolution versus 1 à 2 mm pour l'IRM. Et bon, c'est une slide qui est relativement vieille, mais aujourd'hui en IRM on arrive à avoir des résolutions sous-millimétriques, qui est de l'ordre de 0,5 mm, voire même encore mieux que ça. Les applications PET, donc comme on l'a vu, on utilise des radionucléides qui sont plus présents naturellement. Et donc ça permet de mesurer le métabolisme aérobique et anaérobique, détecter les tumeurs, mesurer la perfusion, application cardiaque également, flux sanguin, métabolisme et puis détection de tumeurs. Ce qui est intéressant, c'est que le PET est aussi fortement utilisé dans le milieu des neurosciences. Et dans les années 80, Marcus Reichel à Washington University a justement démontré, grâce à un système PET, que différentes zones du cerveau sont engagées dans des tâches fonctionnelles différentes. Par exemple, quand des personnes voient des mots, là c'est le cortex occipital qui va être plutôt en activité, parce que c'est la partie du cortex qui est reliée justement à la vision, alors que le cortex auditif
lui va s'activer quand on va faire écouter des mots à des sujets. Ça, c'est la neuroimagerie est un domaine des neurosciences qui est en boom actuellement, même depuis les 20 ou 30 dernières années. Et puis l'IRM fonctionnel que vous avez vu dans les cours précédents tend à remplacer l'imagerie PET pour justement faire de l'imagerie fonctionnelle. Alors on va parler maintenant des aspects liés à la qualité de l'image. Alors un déterminant important de la qualité des images en SPECT et PET vont être la résolution spatiale, l'atténuation des photons dans les tissus, la diffusion Compton évidemment, les coïncidences fortuites, ça va toucher seulement à l'imagerie PET, et le bruit. Alors, on va déjà parler de résolution spatiale. En SPECT, comme on l'a vu, cette résolution elle va être directement liée à la taille des détecteurs, à la quantité de photons reçus, ce qu'on appelle aussi la résolution intrinsèque. Donc vous vous rappelez, c'est lié aux simulations qui permettent d'estimer l'écart type du comptage des photons, la taille du collimateur et le filtre de reconstruction par rétroprojection W. Vous avez vu, c'était une fenêtre de Hanning ou une boxcar, et ce filtre-là, il va influer sur la résolution spatiale de l'image reconstruite. En imagerie PET, cette résolution spatiale, elle va être liée à la distance parcourue par le positron avant son annihilation, par la taille des détecteurs et par le filtre de reconstruction par rétroprojection W, comme pour l'imagerie SPECT. Alors l'atténuation des photons, l'origine de cette atténuation, comme en rayon X, c'est l'effet photoélectrique qui va contribuer à l'absorption des photons gamma dans les tissus. Alors ce qu'on a vu, c'est que plus l'énergie était élevée, moins l'effet photoélectrique était présent. Donc effectivement, on aura moins ce phénomène ce phénomène photoélectrique qu'en imagerie X, mais il est quand même présent. D'accord ? Et puis, il va être associé à une réduction du nombre de photons détectés. Alors l'effet sur l'image, c'est que ça va diminuer la quantité de radioactivité détectée au centre d'un objet comparativement à la périphérie. C'est-à-dire que si le rayon gamma doit parcourir plus de tissu, alors il y a plus de chances que ce photon soit absorbé par effet photoélectrique. D'accord ? Et ça donne lieu à un biais dans la quantification de la radioactivité. Et ce ratio de sensibilité entre la périphérie et le centre peut atteindre un facteur de 50, ce qui est absolument énorme. Et puis donc ça va évidemment dépendre de la largeur du sujet et de l'énergie des photons et du type de détection, c'est-à-dire PET versus SPECT. Donc, comme on l'a vu, l'imagerie SPECT est particulièrement problématique parce qu'on a du mal à faire intervenir l'atténuation, le coefficient d'absorption dans notre équation d'intégrale. Alors qu'en imagerie PET, on peut l'estimer par CT par exemple, par CT par rayon X, et puis le corriger a posteriori. Alors les stratégies de reconstruction pour pouvoir estimer, ou en tout cas mitiger ce biais lié à l'atténuation des photons. En imagerie SPECT, on va faire la rétroprojection convoluée avec un filtrage approximatif. On va faire ce qu'on appelle du Attenuation Correction Factor, où on va en fait faire plusieurs estimations. Et puis pour chaque estimation, on va avoir une information de d'où la radioactivité peut avoir lieu. Une fois qu'on sait où elle peut avoir lieu, alors on peut faire intervenir dans l'équation de rétroprojection l'origine de la radioactivité et donc savoir comment intégrer notre coefficient d'absorption. Okay. Donc par phénomène itératif, on peut essayer
d'avoir une information sur cette atténuation et donc de corriger, d'améliorer en tout cas la quantification de la radioactivité en imagerie SPECT. En imagerie PET, là on a une correction relativement précise des effets de l'atténuation en utilisant une information a priori sur le mu. Donc encore une fois, on peut estimer ce mu grâce à une acquisition avec l'imagerie par rayon X. Ça c'est justement ce que je mentionnais tantôt, cet algorithme de reconstruction itératif. On va faire une reconstruction une première fois, estimer la localisation de la radioactivité et puis ensuite estimer comment faire intervenir ce coefficient d'absorption mu dans l'intégrale. On va le faire plusieurs fois et puis ça c'est une façon conventionnelle de reconstruire la carte de radioactivité en SPECT ou en PET. On a également d'autres méthodes, ce qu'on appelle la méthode Point Spread Function, qui est une technique un peu plus récente, qui permet de, comme vous voyez, si on compare la première et la deuxième ligne, d'avoir une carte un peu moins bruitée de la radioactivité. Alors, la diffusion, comme vous le savez, elle est reliée au phénomène Compton, donc on va avoir une déviation du photon. L'effet sur l'image, c'est qu'on va avoir une réduction du contraste par l'introduction d'un signal de background. Okay. Les stratégies, là on peut se permettre de discrétiser, de mettre des photons de côté si on considère que leur énergie n'est pas suffisante pour être considéré comme un photon issu de la désintégration primaire. On peut aussi utiliser des méthodes de collimation, surtout en imagerie SPECT. Alors les coïncidences fortuites, donc ça concerne uniquement l'imagerie PET, c'est quand deux annulations se produisent en même temps. Et donc 4 photons arrivent au détecteur. Et là la question c'est où se trouve la paire, où se trouve la bonne paire. Okay. Alors l'effet sur l'image, c'est qu'on a une indétermination de la ligne de réponse et ça introduit un flou dans l'image. Donc là, les stratégies, c'est de réduire la fenêtre temporelle, mais là, on est limité par la sensibilité et le matériau du scintillateur. Okay, comme on l'a vu tantôt, au-delà du germanate de bismuth, on a d'autres matériaux maintenant qui existent, qui ont des constantes de temps beaucoup plus courtes et qui permettent ainsi de réduire la fenêtre temporelle pour limiter ces coïncidences fortuites. Et puis comme on l'a mentionné tantôt, il existe des algorithmes de reconstruction itératifs où par des estimations statistiques, on peut retrouver quelles sont les lignes de coïncidence fortuites et puis les soustraire avant la reconstruction. Donc typiquement, on peut faire une première reconstruction, avoir une information d'où se trouve probablement l'activité radioactive, et ensuite on peut refaire une reconstruction en ayant une meilleure estimation d'où se trouvent les vraies lignes de coïncidence versus celles fortuites. Okay. Alors on va parler maintenant du bruit. Donc ce bruit il est lié à la statistique de désintégration radioactive et on a également un bruit électronique dans les systèmes SPECT et PECT. L'effet sur l'image, c'est une réduction de la précision. Okay, c'est un effet non systématique. C'est un phénomène stochastique. Stratégie pour augmenter le rapport signal à bruit, c'est d'augmenter le temps d'acquisition, augmenter le dosage, c'est-à-dire avoir une plus grande concentration de radiotraceurs, ou diminuer la résolution spatiale, c'est-à-dire augmenter la taille des voxels. Ok, donc on arrive maintenant à notre fameux jeu, Guess this artifact. Alors, qu'est-ce qui pourrait causer ce type d'artefact? Donc ça, c'est quelque chose qu'on a rencontré en CT scan par rayon X, okay, parce que c'est un phénomène qui est lié à la reconstruction, disons à l'acquisition et puis à la reconstruction du sinogramme.
Le problème ici, c'est qu'on a une erreur dans le centre de rotation. Donc c'est un problème mécanique. Okay, le centre de rotation a été un petit peu déplacé et on se retrouve avec ce type d'artefact, comme vous le voyez à droite. Alors un autre type d'artefact qui est présent à droite, où l'image correcte est à gauche, ça c'est typiquement un artefact de mouvement. La personne a bougé pendant l'acquisition qui dure plusieurs minutes et puis on se retrouve avec un phénomène de flou. Okay. Alors voici un autre artefact. Alors il faut un petit peu de contexte pour l'expliquer. Donc ça c'est une acquisition PET qui est faite avec du FDG pour permettre de mesurer le métabolisme anaérobique, c'est-à-dire le métabolisme qui inclut le glucose grâce à l'isotope de fluor 18. Donc là, ce qui apparaît en noir, c'est les zones très radioactives. Donc on voit que le cerveau apparaît en noir, le cœur apparaît en noir, mais on a également le rein, parce que c'est par le rein que tous les radiotraceurs vont s'accumuler pour être ensuite évacués du corps. Par contre, la flèche pointe vers une petite zone qui se trouve au-dessus du rein et qui n'est pas censée être noire. En fait, la raison pour laquelle il y a une forte radioactivité ici, c'est parce que la personne a été opérée récemment et en lien avec l'opération, on a du tissu cicatriciel qui se forme et ce tissu cicatriciel est associé à une forte activité métabolique et donc apparaît très fortement en imagerie PET FDG. Alors voici un autre artefact. Alors là, l'image de gauche montre une image CT et la flèche en blanc pointe vers une prothèse métallique qui est en fait proche de l'épaule de la personne. L'image du milieu montre une image PET corrigée. Okay, l'image de droite montre une image PET non corrigée. Alors ce qu'on appelle corrigé, c'est corrigé pour l'atténuation. C'est grâce à la formule qu'on avait vue tantôt, où on va en fait diviser le taux de fluence par ce fameux K de exponentielle de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini du coefficient d'absorption, qu'on arrive à estimer grâce à l'imagerie CT. Okay. Donc si on corrige l'atténuation dans l'imagerie PET, on voit qu'on a qu'on a un blob noir au milieu, dans l'image du milieu, là, qui correspond à l'artefact, parce que ça correspond à une surestimation de la radioactivité. D'accord ? Pourquoi est-ce que la radioactivité est surestimée ? Eh bien, parce que on a en fait mesuré une très forte absorption, un très fort coefficient d'absorption par l'imagerie CT scan en rayon X. Et puis là, si on applique bêtement la formule pour corriger le taux de fluence, on va se retrouver avec une très forte estimation de la radioactivité. Alors que si on ne corrige pas pour cette atténuation, là on va se retrouver avec une image où on n'a pas cette surestimation de la radioactivité. Donc c'est la raison pour laquelle, il y a quelques slides auparavant, je vous avais montré cet algorithme qui permet de réduire les artefacts en lien avec les prothèses métalliques. Donc ça a typiquement été développé pour contrecarrer ce type d'artefact. Voici un autre artefact. Là, l'artefact il va être présent dans l'image sans correction d'atténuation. Donc il s'agit encore d'une imagerie PET. Et là, ce qu'on voit, c'est que c'est une section coronale de corps entier d'un patient avec un hamartoma. C'est une tumeur bénigne. Et
Donc on voit que, que ce hamartoma est présent comme étant un objet dense dans l'image avec correction d'atténuation. Par contre, dans l'image sans correction d'atténuation, là on perd complètement l'information de contraste de ce hamartoma. Et la raison pour laquelle on perd cette information de contraste, c'est parce que ce hamartoma est localisé dans une région assez profonde dans le corps, et donc du coup, les photons gamma vont être très fortement atténués. Les photons gamma provenant de cette tumeur vont être très fortement atténués et ne vont pas être détectés ensuite quand on reconstruit l'image sans correction. Donc ça, c'est une des raisons pour lesquelles c'est très important de corriger de l'atténuation pour pouvoir conserver le contraste dans les zones profondes. Alors voilà un autre artefact, encore une fois lié au phénomène de correction versus non-correction pour l'atténuation. Cette fois-ci, l'artefact il va se trouver dans l'image avec correction d'atténuation. On appelle ça un cold artifact. Et alors, l'artefact, il pointe, donc c'est des petites flèches rouges là qui pointent vers une zone où la radioactivité est sous-estimée. Okay. Pourquoi est-ce qu'elle est sous-estimée? Parce que dans cette zone-là, on se trouve proche du diaphragme. Ce diaphragme est en mouvement. Pourquoi est-ce qu'il est en mouvement? Parce que pendant l'acquisition, qui dure plusieurs minutes, la personne respire, donc elle bouge son diaphragme. Et étant donné que le diaphragme bouge, on va voir en fait une sous-estimation de l'activité métabolique parce que ce diaphragme se trouve en périphérie. Il se trouve en périphérie et donc il va être plus pondéré par la correction d'atténuation que dans le cas où on ne va pas corriger pour l'atténuation. Donc vous vous rappelez ce que va faire cette correction d'atténuation, c'est qu'elle va en fait augmenter le signal apparent pour les zones profondes, alors que les zones en périphérie vont être relativement peu touchées. Okay. Donc là, relativement à la zone profonde, les zones en périphérie, incluant le diaphragme, vont être relativement peu augmentées, la sensibilité va être peu augmentée, donc on se retrouve comme ça avec une sous-estimation de la radioactivité, parce que c'est un organe qui bouge, et donc du coup qui est associé à un artefact de mouvement, en fait la radioactivité va être noyée dans cette région qui bouge. Okay. Alors pour faire un résumé du spectacle, l'imagerie SPECT, Single Photon Emission Computed Tomography, c'est en fait de la scintigraphie appliquée aux méthodes de tomographie computationnelle. Donc on a une, deux ou plus gamma caméras qui vont tourner autour du patient pour acquérir des projections pour chaque angle. Ensuite on fait la transformée de radon pour retrouver la radioactivité A par rétroprojection convoluée. L'imagerie PET, elle est basée sur un principe très différent. On va faire la détection par coïncidence des photons gamma issus de l'annihilation des positrons électrons. On n'a pas besoin de collimation, donc on a nécessairement une meilleure sensibilité. La qualité d'image, elle va être limitée par la résolution spatiale, l'atténuation, ce fameux mu, la diffusion Compton, les coïncidences fortuites en imagerie PET et le bruit. Alors je vous ai mis c'est les mêmes liens que je vous avais mis pour le cours précédent. Okay, c'est des cours qui sont intéressants et qui sont pertinents pour l'imagerie nucléaire. Je vous ai également mis deux autres articles qui sont plus spécifiques à ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est-à-dire la comparaison entre la technologie PET et SPECT, et puis une bonne revue de la littérature sur le PET-CT. Alors, puisque c'est le dernier cours de la saison, je vais vous
donner quelques indications pour faciliter vos révisions pour l'examen. Disons, insister sur les choses qui sont importantes. Alors, on va couvrir ce qu'on a vu depuis le début, c'est-à-dire thématique sur les signaux et systèmes, savoir ce que c'est qu'un système linéaire et invariant par translation, pouvoir quantifier la qualité d'une image, d'accord? Donc tout ce qu'on a vu sur le contraste, résolution, bruit, artefact. En rayon X et radiographie, comprendre le concept d'ionisation, radiation, interaction particulière et électromagnétique, et puis atténuation dans les tissus et calcul de la dosimétrie. Radiographie, tomographie computationnelle, savoir ce que c'est qu'un sinogramme, comprendre la transformation de radon et la reconstruction filtrée. En ultrason, comprendre les équations d'atténuation, et puis savoir qu'on a différentes zones, zone de Fresnel, Fraunhofer, zone géométrique, et puis comprendre le concept de résolution axiale et latérale, et puis connaître aussi les équations pour les résolutions axiales et latérales. Également comprendre les différents modes d'acquisition, A, M et B, ainsi que l'imagerie Doppler. Pour l'IRM, comprendre le principe de précession, les équations de mouvement, principe de résonance, équation de Larmor, le principe d'une séquence de pulses, du diagramme de pulse que vous avez vu, les qualités d'image et les méthodes avancées qui incluent diffusion et imagerie fonctionnelle. Pour les révisions concernant l'imagerie nucléaire, comprendre le principe de base de la structure atomique qu'on a vu au cours précédent, la définition de la radioactivité, le principe de base de la gamma caméra, et puis ce qu'on a vu aujourd'hui concernant l'imagerie SPECT et PET. Alors quelques conseils, en lien avec une question qu'on me pose toujours, c'est-à-dire est-ce qu'il faut retenir toutes les équations? Alors non, il n'y a pas besoin de retenir toutes les équations, juste celles qui sont importantes. Quand généralement des équations importantes, je vais les mentionner en cours que ce sont des équations importantes, okay, comme l'équation de Larmor par exemple est une équation importante. Mais il faut par contre pouvoir comprendre toutes les équations qu'on a vues. Okay. Je vous encourage à refaire les exercices qu'on a vus pendant le cours, donc les quelques quiz qu'on a vus pour chaque matière. Et puis revoir les différents labos et l'examen de mi-session. Alors, exceptionnellement, pour cette année, vous n'avez pas eu de devoir maison à faire, donc évidemment, vous n'aurez pas besoin de revoir le devoir maison. Pour finir, pensez à l'extérieur de la boîte, comme dit l'expression. C'est la meilleure façon pour solutionner certains des problèmes que vous aurez à résoudre pour l'examen. Bon, pour finir, j'aimerais vous souhaiter une bonne continuation à tous. J'ai été très heureux de faire ce cours avec vous. Bonne chance pour la suite.